Bonjour. Bonjour. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ce matin. Donc, je vous présente, alors je ne sais pas ce que vous voyez, moi je vois en tout cas Tatiana Franck, qui est donc la directrice du musée de l'Élysée. Donc, si je sais bien, vous avez grandi, vous êtes né, vous avez grandi à Genève. Et puis, vous avez ensuite entamé une série d'études qu'on ne s'attendrait pas forcément. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire ressortir tout au long de la journée, c'est que les carrières de qui que ce soit ne sont généralement pas linéaires. Si on devait retracer ce qu'ont fait les gens en fonction du job qu'ils occupent, on se tromperait très certainement. Et c'est un message qui me semble important pour les étudiants parce que souvent, ils pensent que ces carrières sont linéaires et donc ils sont peut-être un peu prisonniers de leur formation, alors qu'en fait, on ne l'est vraiment pas du tout. Et donc, vous avez fait Histoire de l'art et droit à l'université Panthéon-Sorbonne. À Paris, il faut suivre parce que les noms des universités changent tout le temps. Et puis ensuite, vous avez fait du droit des affaires et du droit du marché de l'art pour ensuite faire un EMBA Global Asia à Columbia Business School et London Business School, ainsi que l'université de Tokyo. Mais maintenant, vous vous occupez d'un des 10 musées les plus renommé de photographie, et puis j'espère bientôt le musée le plus renommé de photographie, qui est le musée de l'Élysée. Et vous avez grandi dans un milieu où la photographie avait une importance immense, et la collection de l'art aussi. Donc on se réjouit vraiment de pouvoir passer cette demi-heure avec vous. Peut-être que vous pourriez nous donner un peu plus votre parcours comme vous le voyez plutôt que comme d'autres le décrivent pour partager avec notre public. Oui, alors bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour cette invitation. Vous parliez d'études et de la question de la linéarité. Je pense qu'effectivement, pour des étudiants en ce moment, je souhaitais partager avec vous que c'est pas parce que parfois on ne sait pas ce qu'on souhaite faire de sa vie et qu'on hésite entre des formations qu'on ne peut pas aboutir à réaliser le job de nos rêves, puisque j'ai d'abord commencé par faire une maturité fédérale scientifique. Et comme je ne savais pas ce que je souhaitais faire de ma vie et que la science est la voie royale, j'avais décidé de faire des études de biologie. Parce que je m'étais dit que je voulais être biologiste marine. Et donc, j'ai étudié pendant une année à l'université de Lausanne la biologie. Donc, c'est quelque chose que j'ai enlevé maintenant de mon CV, mais c'est vrai que voilà, on peut tout à fait partir dans une direction et puis se rendre compte que finalement, ça correspond pas à ce qu'on souhaite faire et bifurquer et puis y arriver. Donc, c'est vraiment un message que je souhaitais partager aussi avec vous. Et c'est vrai que le système suisse fait qu'on choisit extrêmement tôt sa voie, puisque quand vous étudiez la maturité fédérale, vous choisissez en 3e année. Donc, c'est un âge où tous les champs sont possibles. Et donc voilà, après avoir étudié biologie, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps à Paris qui m'a dit qu'elle étudiait l'histoire de l'art et le droit. Et je me suis dit, en fait, c'est ce que je souhaite faire. Et donc, tout de suite, j'ai décidé de changer, d'aller m'installer à Paris et j'ai postulé à la Sorbonne pour étudier à la fois le droit et l'histoire de l'art, qui est une formation qui permet principalement de devenir commissaire-priseur, mais surtout qui ouvre toutes les voies, puisque c'était très enrichissant d'avoir à la fois une formation d'histoire de l'art où tous les profs étaient en permanence en grève, où il n'y avait jamais cours, et en même temps en droit où tout était très carré, très organisé. Et c'est vrai que c'est encore des rencontres et des découvertes avec le médium photographique, avec la création, qui m'a fait dire que je souhaitais être au contact des artistes. Et donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi cette voie. Et pour moi, mon rêve a toujours été de diriger un musée, de diriger une institution. Et c'est pour ça que j'ai étudié l'histoire de l'art, le droit, et ensuite j'ai fait un master en management et en business, parce que pour diriger une institution, il faut être non seulement, à mon avis, historien de l'art, mais aussi manager et gestionnaire, puisque c'est un métier extrêmement complet que d'être directeur d'une institution. Il faut non seulement gérer la programmation artistique, mais aussi lever des fonds, et gérer une équipe. En l'occurrence, au musée de l'Élysée, on est une 60aine, donc c'est quand même une équipe assez importante.
Merci beaucoup. En tout cas, vous avez compris quelque chose que nous, dans le monde académique, on n'a pas toujours compris, c'est-à-dire qu'on fait de la science, mais après, on se retrouve quand même à diriger des institutions, sans faire de MBA, etc. Donc, je pense qu'on a des leçons des leçons à prendre. des leçons à prendre. Je ne savais donc pas que vous avez fait des études de biologie, mais ça montre effectivement que dans le cerveau de quelqu'un, sciences et arts ne sont pas du tout... souvent, dans la société, on met en opposition les artistes aux scientifiques. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Et donc, le fait que vous ayez switché l'un à l'autre, ça montre bien à nouveau qu'il peut y avoir des rapprochements entre les deux. Peut-être que vous pourriez... Pardon. Surtout, je me permets de vous interrompre, mais effectivement, surtout en photographie... où en fait, depuis le milieu du 19e siècle, l'origine de la création du médium photographique, ça a toujours été des chercheurs qui étaient dans leur laboratoire et qui ont innové et qui ont créé des nouvelles techniques photographiques. Donc c'est vrai que je trouve fascinant ce lien entre l'art et la science, la photographie et la science en particulier. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai souhaité mettre en place plusieurs collaborations avec votre institution, puisque pour moi, c'est vraiment ce lien où la photographie, c'est de l'innovation permanente. Peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur le musée de l'Élysée, parce que certains de nos auditeurs l'ont visité, d'autres pas, mais surtout on ne se rend souvent pas compte de la taille de la collection. Et puis, en plus, si j'ai bien compris, c'est le premier musée au monde qui était uniquement consacré à la photographie. Oui, effectivement, donc le musée de l'Élysée est un des plus anciens musées de photographie en Europe. Et c'est pas un hasard si le musée de l'Élysée a été créé à Lausanne, parce qu'il y a toujours eu, depuis l'origine de la photographie, depuis les pionniers, il y a toujours eu des photographes qui ont défendu, qui ont photographié Lausanne, et des collectionneurs aussi qui ont documenté l'évolution de la ville et du canton. Et notamment un pasteur qui s'appelait Paul Vionnet, qui a décidé d'offrir au canton toute sa collection de photographies. Et c'est vraiment cette collection qui a permis de créer le musée pour la photographie, qui était à l'origine un musée pour l'image, avec à la fois de la photographie, mais aussi des estampes. Et c'est en 1985 que Charles-Henri Favreau a décidé de créer un musée pour la photographie. Et la particularité de notre institution, c'est d'être à la fois un musée généraliste, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour mission de défendre la photographie dans toute sa diversité, que ce soit avec des expositions historiques, de soutenir les photographes en milieu de carrière ou les tout jeunes photographes. Et on est donc un musée qui est une différence avec une Kunsthalle, puisqu'un musée a une collection, donc un patrimoine qu'il gère, et qu'il a pour mission de conserver, de préserver et de valoriser. Et on a une collection très importante de près d'1 million d'objets qui regroupe toute l'histoire du médium photographique depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la photographie contemporaine. Et on conserve, donc on a cette vocation historique, patrimoniale, et on organise aussi des expositions temporaires. On a un prix de photographie qui permet de soutenir les photographes en milieu de carrière. On a aussi un programme qui s'appelle Régénération, qui a lieu tous les 5 ans, où on choisit des photographes qui représentent les jeunes photographes de demain. Et on les accompagne dans la durée. Et on a cette particularité, cette vocation vraiment de soutenir les photographes et de les suivre tout au long de leur carrière. Donc c'est un véritable engagement de la part de l'institution, puisqu'on les aide à produire un nouveau travail, on les coach, on les accompagne et on les suit aussi dans leur évolution. Et une des grandes forces du musée de l'Élysée, c'est d'avoir une notoriété locale, mais aussi internationale, puisqu'on fait voyager nos expositions dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt du médium photographique, c'est ce côté extrêmement malléable, parce qu'il y a à la fois une grande matérialité, puisque la photographie, c'est un objet, mais c'est aussi un objet qui peut être dématérialisé quand on parle de tirage moderne ou de photographie contemporaine. Et on a mis sur pied des projets très, très innovants, notamment avec le département des affaires extérieures,
fédéral des affaires extérieures, où on a, par exemple, en 2015, organisé une exposition d'un photographe genevois qui s'appelle Jean Mort, qui était célèbre pour avoir travaillé pour la Croix-Rouge et avoir documenté énormément réalisé des photos, reportages dans des pays en guerre. Et on a organisé cette exposition qui voyageait sur clé USB en valise diplomatique. Et cette exposition avait la particularité, c'est comme un kit Ikea, où les conservateurs du musée donc, avaient vraiment pensé un propos curatorial. On avait réalisé des textes et tout ça tenait dans une clé USB. Et on envoyait donc cette clé dans les pays où il y avait des ambassades suisses. Et ensuite, les pays imprimaient sur place les photographies avec tout le mode d'emploi que l'on leur avait fourni, imprimer et réaliser l'exposition. Et une fois que l'exposition était terminée, on détruisait les photographies pour éviter qu'il y ait des œuvres qui se promènent dans le monde entier. Et ça avait la particularité et la force de pouvoir avoir en même temps, dans plusieurs pays dans le monde, la même exposition. Et donc, cette exposition a voyagé dans 52 pays, ce qui est extraordinaire. Et je pense que c'est ça aussi qui est fascinant avec la photographie, c'est qu'il y a plus de 120 techniques photographiques différentes et il y a vraiment une accessibilité et une possibilité de montrer ces œuvres vraiment dans le monde entier. Et ça, c'est le seul médium qui le permet, en fait. Et une autre particularité de la photographie, c'est aussi l'aspect parfois dangereux de ce médium, puisque on conserve, quand je vous parlais d'1 million d'objets, on conserve à la fois des tirages, mais aussi des négatifs. Et les négatifs, il faut savoir que quand ils sont réalisés en nitrate, ils sont dangereux. Et donc, s'ils ne sont pas conservés à très, très, très basse température, en l'occurrence à 4 degrés, ces négatifs peuvent s'auto-inflammer et donc exploser. Et donc, aujourd'hui, au musée de l'Élysée, on a près de 800 000 négatifs et on est en train de faire tout un travail de fond, d'inventaire, mais aussi de préservation de ces négatifs. Et parfois, quand les négatifs sont trop abîmés, je dois prendre en tant que directrice la décision de détruire ces négatifs pour des questions de sécurité. Et aussi parce que quand les négatifs sont trop abîmés, on ne lit plus l'image. Donc effectivement, ça n'a plus de sens vraiment de garder ces œuvres. Mais c'est assez fascinant en termes intellectuels de se dire qu'on doit détruire son propre patrimoine. Et donc c'est pour toutes ces questions et tous ces enjeux patrimoniaux, intellectuels, scientifiques, et aussi le fait qu'on a cette collection très très importante et qu'on a cette renommée internationale, les conseillers d'État ont eu cette idée formidable de créer un nouveau quartier des arts derrière la gare de Lausanne qui s'appelle Plateforme 10. Et ce nouveau quartier des arts va avoir l'unique, pour moi c'est vraiment un projet absolument extraordinaire et unique en Europe, de construire un quartier qui va regrouper 3 musées qui existent déjà. Le musée des Beaux-Arts qui se situait à la Riponne, le MUDAC qui se situe près de la cathédrale de Lausanne et le musée de l'Élysée. Et ce qui est très beau dans cette histoire, et c'est pour ça aussi je trouve que c'est des messages pour les étudiants que je trouve particulièrement inspirants, c'est que c'est pas parce qu'on a eu un jour un échec, qu'on a raté un examen, qu'on n'a pas été pris dans l'école qu'on souhaitait ou qu'on n'a pas eu le travail qu'on rêvait que tout est perdu. Je pense que pour moi, dans la vie, il faut se battre, il faut y croire, et quand on croit en nos rêves, en nos projets, on peut y arriver. Et je souhaitais vous donner cet exemple de la construction du musée des Beaux-Arts qui en fait a commencé en 2008, puisque le projet de quartier des arts au départ concernait uniquement le musée des Beaux-Arts. Et le musée des Beaux-Arts, qui était à l'étroit dans ce palais de Rumine, devait être déplacé au bord du lac de Lausanne, à Ouchy. Donc il y a eu un concours d'architecture qui a été remporté et le musée devait se déplacer à Ouchy. Et vous connaissez le système des votations populaires où la population finalement a voté contre ce projet. Et en 2008, c'était un échec flagrant et c'était voilà un très 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 grand échec.
Et les conseillers d'État de l'époque ont tout de suite rebondi et se sont dit, au lieu de tourner la page, on va questionner la population pour essayer de comprendre pourquoi la population avait voté contre ce projet. Et il s'est avéré que la population n'était pas contre la création d'un nouveau musée, mais était contre l'emplacement au bord du lac. Et donc, ils ont tout de suite rebondi et recherché un autre lieu qui était suffisamment grand pour accueillir le musée des Beaux-Arts. Et parmi les sites qui étaient proposés, il y avait ce site abandonné à côté de la gare de Lausanne, qui était un ancien lieu de tri des wagons CFF. Et en fait, ce lieu de 25 000 mètres carrés était trop grand pour accueillir uniquement le musée des Beaux-Arts. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pensé au musée de l'Élysée, avec notre rayonnement, le fait qu'aujourd'hui, on est dans une maison du XVIIIe siècle au bord du lac, une magnifique maison de maître, mais où on est très à l'étroit, avec des parquets qui grincent, avec la poussière qui tombe du plafond, et surtout des pièces qui ne sont pas pensées pour des expositions, puisque c'est une maison, et donc on n'a pas la possibilité d'accueillir des grands formats, ni d'accueillir un public en situation de handicap, ce qui est assez problématique. Et donc ils ont pensé au musée de l'Élysée, au MUDAC, qui lui aussi est situé dans une maison du XVIIe siècle. Et voilà, et après cet échec, finalement, aujourd'hui, on est en train de construire un projet beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus intéressant, puisque ce n'est pas uniquement 3 musées qui déménagent sur un nouveau site, mais c'est aussi un nouveau quartier que l'on est en train de créer, avec des restaurants, il y aura des résidences d'artistes, un centre de documentation, un atelier de restauration pour le médium photographique. Donc, tout ça est en train de devenir un projet fantastique, et surtout la possibilité pour les étudiants, pour le grand public, d'être à côté d'une gare, donc un accès direct pour les visiteurs qui viendraient sur le nouveau quartier des Arts, avec un accès direct depuis le train. Et notre souhait est de commencer déjà l'expérience artistique. Dès que vous sortez du wagon, vous pourrez venir sur la plateforme numéro 1 et vous serez accueillis avec des horaires larges, des performances, des concerts, enfin vraiment un lieu vivant. Donc voilà, en quelques mots pour ce grand projet. Et nous, au musée de l'Élysée, on est en pleine construction. Si vous passez à côté de la gare, vous verrez le musée qui est quasiment en train d'être terminé, puisqu'on va recevoir les clés du nouveau musée le 4 novembre. Donc du 4 au 7 novembre, il y aura une carte blanche que l'on a donnée à un artiste majeur suisse qui est en train aujourd'hui de travailler dans nos collections et dans les collections du MUDAC pour réaliser une œuvre d'art totale qui va être projetée tard le soir pendant 4 jours, donc du 4 au 7 novembre. Ça va être un événement gratuit où vous pourrez découvrir le musée vide, c'est-à-dire sans œuvres au mur, mais vraiment de mettre en avant l'architecture. Et donc ça va être le 4 au 7 novembre, la remise des clés du nouveau musée. Et ensuite, au mois de juin, on va inaugurer vraiment le programme scientifique du musée de l'Élysée avec une salle dédiée aux collections, ce qui va être quelque chose de nouveau, puisque par le passé, on avait des espaces que pour présenter les expositions temporaires. Et là, on aura une salle des collections où vous pourrez voir une partie de notre patrimoine, puisqu'il faut savoir que le médium photographique est extrêmement sensible à la lumière, et donc on ne peut pas l'exposer plus de 4 mois et demi. Donc tous les 4 mois et demi, vous aurez une rotation, donc la possibilité de revenir dans cet espace qui sera gratuit et d'avoir toujours un renouveau et toujours un renouvellement de l'accrochage, donc quelque chose de très très dynamique. Et on aura une exposition temporaire qui sera commune, dont la thématique sera commune avec le MUDAC et le Musée des Beaux-Arts. Et dans notre Lab Élysée, qui est un espace d'innovation sur le numérique, on prépare une importante exposition en collaboration justement avec le PFL sur Gabriel Lippmann, qui est un scientifique, un physicien, qui a inventé la théorie ondulatoire de la lumière. Et pour prouver cette théorie, il a créé un procédé photographique couleur qui s'appelle le procédé interférentiel Lippmann. Et on a la collection la plus importante au monde de prismes Lippmann. Et on est en train, depuis 2015, de travailler avec le laboratoire LCAV de Martha Vetterli pour travailler sur, essayer de comprendre comment ces plaques ont été réalisées. Et on a reçu le soutien de l'Agora Grant pour tout ce travail de recherche. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en avant les liens entre l'art et la science dans cette exposition qui sera donc une des expositions inaugurales de notre nouveau musée
à Plateforme 10. Merci. Peut-être que je donne l'occasion à Martin de parler 2 minutes de votre collaboration avant de continuer avec elle. Ouais, alors très volontiers. Alors, c'est vrai que je suis un grand fan de ce projet qu'on fait, comme Tatiana l'a rappelé, depuis maintenant 6 ans, parce que ça prend du temps de comprendre, ça prend du temps de faire travailler des équipes qui viennent d'horizons très différents, mais l'objet lui-même est absolument fascinant. Donc Gabriel Lippmann, qui a eu le prix Nobel de physique en 1908 pour cette invention de la photographie interférentielle, et qui était vraiment un génie parce qu'on comprend maintenant, 100 ans plus tard, combien c'est difficile de faire des plaques Lippmann, puisqu'on en a fait, avec l'aide du musée, avec l'aide de photographes qui font ça aujourd'hui encore. Et puis, ça nous a conduit, je pense, à trouver des nouvelles méthodes pour valoriser ces plaques Lippmann, cette fabuleuse collection qui se trouve à l'Élysée. Parce que, comme c'est une photographie très particulière, elle est difficile à visualiser. Il n'y a pas de négatif, hein, donc on ne peut pas faire de copie, il n'y a que des objets uniques. Ils sont, comme Tatiana l'a dit, c'est une espèce de prisme qu'il faut tenir avec une certaine façon d'illumination et tout. Et donc, je pense qu'on va aider, avec des technologies qu'on est en train de développer maintenant, le musée de l'Élysée à mettre en valeur ces plaques Lippmann. Potentiellement aussi, on en a parlé avec Tatiana l'autre jour, essayer de faire un catalogue raisonné des plaques Lippmann, qui sont des objets vraiment fabuleux. Et puis de notre côté, ça nous a fait comprendre en fait la photographie interférentielle, qui a été inventée une fois, puis ensuite qui était un peu perdue, a été remplacée par d'autres méthodes. Et cette méthode interférentielle, en fait, elle est à la base de certaines nouvelles technologies, mais qui n'ont pas été utilisées pour la photographie. Et donc, cette osmose qu'on a réalisée, c'est vraiment un des plus beaux projets que j'ai jamais fait dans ma carrière de scientifique. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup de nous avoir donné tellement envie d'aller visiter ce trio de musées. Pendant que vous parliez, il y a des tas de questions qui me sont venues à l'esprit, mais je vais vous en poser juste quelques-unes. Je ne sais pas si c'est normal que Tatiana ait disparu, mais... Ah, j'ai disparu? Voilà. Non, c'est bon, vous êtes revenu. Je suis désolée, j'ai pas le bon fond, mais bon, au moins vous voyez mon bureau. Non, ça va très bien. Les fonds d'écran, je crois qu'on s'en lasse tous un petit peu. Le fait qu'il y ait 3 musées ensemble, est-ce que vous avez des projets communs pour... vous parliez de musique et de choses comme ça, mais peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots. Est-ce que ça apporte encore plus d'être 3 musées ensemble? Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs musées, plusieurs quartiers de musées qui existent dans le monde, que ce soit à Berlin, que ce soit en Autriche ou ailleurs. Mais dans les autres quartiers, ce sont des musées qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Ici, la grande force de Plateforme 10, le nouveau quartier des arts de Lausanne, c'est d'avoir 3 musées aux disciplines qui sont très complémentaires. Parce que photographie, beaux-arts et design, c'est vraiment des disciplines qui peuvent discuter, qui peuvent collaborer. Et donc, on est en train de mettre sur pied de nombreux projets d'exposition commune, c'est-à-dire avec une thématique, que ce soit une thématique ou un artiste commun que l'on pourra traiter du point de vue photo, du point de vue design ou du point de vue beaux-arts. Donc, ce soit dans les cadres des expositions, mais aussi avoir des espaces qui sont des espaces que l'on pourra partager, des espaces mutualisés. On pourra aussi avoir une force par rapport aux institutions internationales en termes de prêts, puisque ce ne sera plus qu'un seul musée qui pourra négocier, mais on est 3 institutions avec la possibilité d'échange d'œuvres de collection, puisqu'il faut savoir que quand on demande une œuvre d'un musée pour nous la prêter pour une exposition, il y a toujours un enjeu important puisqu'il faut avoir, entre guillemets, des monnaies d'échange pour pouvoir obtenir l'œuvre que l'on souhaite. Et le fait de se mettre ensemble, ça permet non seulement d'être plus fort, mais aussi d'avoir des propositions de négociation plus importantes et aussi d'avoir des espaces partagés, que ce soit des auditoriums, on va partager nos auditoires, que ce soit d'avoir un atelier de menuiserie commun, un atelier de peinture.
Donc vraiment de pouvoir avoir plusieurs espaces et aussi l'idée d'animer la place avec des projets qui soient plus issus des arts vivants. Donc vraiment d'avoir une synergie et quand vous venez dans ce quartier, d'avoir une offre tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musées en général sont fermés le lundi, mais là, dans le quartier, vous pourrez venir 7 jours sur 7 et il y aura toujours quelque chose d'ouvert, quelque chose à voir, quelque chose à entendre, ou juste de passer un bon moment dans un des restaurants sur le site. Donc, c'est vraiment l'idée d'offrir quelque chose qui soit attractif avec des horaires aussi, des amplitudes horaires larges. Donc, de pouvoir être ouvert tard, parce qu'on sait bien que quand on travaille, quand on est étudiant, on souhaite plutôt venir en soirée. Donc, c'est vraiment l'idée de venir voir une exposition, de boire un verre ou d'assister à une performance. Donc, c'est vraiment l'idée et la force, en fait, si vous voulez, de ce quartier des arts. Et aussi la proximité avec la gare. Donc, vraiment un lieu extrêmement central. Ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. En tout cas, vous nous donnez vraiment envie. Je rappelle les dates du 4 au 7 novembre pour venir découvrir le nouveau musée. Vu que c'est la journée de la femme, on va aborder le sujet des artistes féminines. Je sais que ça tient très à cœur au musée de l'Élysée, mais aussi au musée des Beaux-Arts. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus, et peut-être aussi le prix de l'Élysée. Oui, effectivement. Depuis toujours, en fait, le musée de l'Élysée a toujours mis en avant des artistes, des femmes photographes, avant tout par la qualité de leurs travaux. Mais c'est vrai que récemment, encore plus, c'est quelque chose qui m'a particulièrement tenu à cœur, que ce soit dans notre programmation, avec des rétrospectives de femmes photographes qui étaient un peu tombées dans l'oubli, comme par exemple la photographe américaine Jane Groover, dont on a récemment acquis l'ensemble des archives, puisque c'est vraiment aussi une des spécialités du musée de l'Élysée, c'est de gérer des fonds d'archives complets. Nous avons 25 fonds d'archives, et quand je parle d'archives, c'est-à-dire d'avoir tout le processus créatif d'un photographe, du tirage, mais du négatif, de l'album, des correspondances, donc vraiment de comprendre le métier de photographe. Parce qu'on pense vraiment qu'il n'y a pas un photographe, mais des photographes avec des façons de penser, des façons de travailler, des façons de voir et de penser le monde qui leur est propre. Et donc, Jane Groover, par exemple, était une photographe américaine extrêmement connue dans les années 70 aux États-Unis. Elle a eu une rétrospective importante en 1986 au MoMA de New York. Et étonnamment, elle est un petit peu tombée dans l'oubli. Et j'ai eu la chance de découvrir ce travail parce qu'elle est décédée en France. Elle a déménagé avec son mari dans le sud de la France. Et en fait, toutes ces archives étaient restées en l'état dans la maison familiale. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un trésor extraordinaire. Et il faut qu'on fasse un travail parce que c'était en état de délabrement très important. Et on a vraiment sauvé ce fonds. C'était vraiment un véritable travail de sauvetage. Et grâce au soutien de plusieurs mécènes et de l'État, qui a augmenté notre subvention pour pouvoir justement avoir une personne dédiée pour gérer cette masse, parce qu'on parle de 100 000 objets, ce qui est énorme, on a pu accueillir ces archives et organiser une rétrospective il y a 2 ans au musée de l'Élysée. C'est également le cas avec Sabine Weiss. Sabine Weiss, qui est une des plus importantes photographes humanistes encore vivantes, qui a 96 ans. Et oui, la photographie conserve. On a réussi à obtenir en donation l'ensemble de ces archives et on prépare actuellement une importante rétrospective pour 2024 pour ses 100 ans. Donc voilà, on a aussi organisé une rétrospective de Gertrude Fer. Donc c'est vraiment un axe qui est important aussi dans notre politique d'acquisition. On privilégie, on essaye vraiment de mettre en avant et de soutenir les femmes photographes et aussi les femmes photographes contemporaines, puisqu'on prépare actuellement une exposition de Virginie Hott, qui est une photographe vaudoise dont on va produire un travail récent. Donc c'est l'aide à la création pour nous extrêmement importante, puisque les artistes, ils ont besoin d'exposer, mais ils ont aussi besoin de soutien financier pour pouvoir créer. Et ça, c'est quelque chose que l'on met beaucoup en avant. C'est pas seulement de donner la possibilité d'être montré, mais c'est vraiment la possibilité de pouvoir vraiment produire un travail et s'exprimer.
Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et on a fait tout un travail aussi, je vous parlais au début de cet entretien, de notre programme Régénération. Régénération, qui est un programme qui a lieu tous les 5 ans au Musée de l'Élysée, où on monte la jeune génération de photographes. Et on s'est rendu compte que lors des 4 éditions, on avait vraiment à parité le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes. Alors que les dossiers sont reçus de manière anonyme et on choisit vraiment la qualité des projets, mais il s'est trouvé qu'on était vraiment à parité égale homme-femme. Et on est très heureux de cela parce que c'est vrai qu'on se rend vraiment compte, c'est une réalité, que les femmes exposent moins. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à cœur depuis de très nombreuses années, bien avant les mouvements récents de mettre en avant les femmes. C'est quelque chose qu'on en a toujours fait au musée, qui était vraiment important pour nous. Et par rapport au prix Élysée, le prix, effectivement, pareil, on a en général à peu près toujours 50-50% d'hommes, 50% de femmes que l'on a choisi. Et le prix Élysée, c'est un prix très important de soutien à la production photographique pour les photographes en milieu de carrière, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de soutien pour les jeunes photographes, beaucoup de prix pour célébrer une carrière, mais finalement très peu de soutien pour des photographes qui sont entre deux, à des moments justement de leur vie où ils ont peu, où ils exposent assez peu, où ils sont peu soutenus. Et pour nous, c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait un rôle à jouer. Et donc, dans ce prix, on choisit, un jury interne choisit 8 nominés qui reçoivent 5 000 francs chacun, et aussi de la réalisation d'un livre pour un projet inédit en cours. Et ensuite, le lauréat, qui est choisi par un jury international, reçoit 80 000 francs, 40 000 francs pour la production d'un livre et 40 000 francs pour la réalisation de son travail inédit et l'accompagnement pendant 1 an d'un conservateur du musée de l'Élysée. Donc c'est un vrai soutien, et je suis très heureuse que malgré la crise sanitaire que l'on a vécue cette année, enfin, l'année dernière, on a pu maintenir les délais de ce prix, parce que pour nous c'était important de donner un message d'espoir aux photographes, de dire que le musée était là, qu'on était présent pour les soutenir et qu'on ne les laissait pas tomber. C'est vraiment merveilleux qu'un musée fasse ce rôle de mécène d'autrefois, un peu. Je ne sais pas si on peut faire l'analogie, mais d'accompagner les gens comme ça, surtout dans les phases creuses, qu'en science on appellerait la vallée de la mort, pour leur permettre de survivre. Alors, dans les minutes qui nous restent, les personnes qui nous écoutent peuvent poser des questions. Et donc, la première question est: quel est selon vous le plus grand défi dans la programmation artistique d'un musée ? Alors, le défi, c'est vraiment d'avoir une programmation qui soit tournée vers différents types de publics. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc au musée de l'Élysée, on a un comité de programmation qui est composé de l'ensemble des conservateurs, mais au final, c'est moi qui choisis des choix finaux. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir alterner, c'est-à-dire que nous, en tant que musée de photographie, on est donc, comme je vous le dis, un musée généraliste, c'est-à-dire que selon moi, notre mission, c'est vraiment de montrer toute la diversité de la photographie. Donc, dans la programmation, on alterne, que ce soit de la photographie de reportage, la photographie artistique, la photographie de mode, la photographie scientifique, des jeunes photographes, des photographes établis, des expositions thématiques, des monographies. Donc, le défi, c'est de mettre sur pied un programme cohérent avec une vision de plusieurs années. Donc, par exemple, aujourd'hui, notre programmation, elle est faite jusqu'en 2024. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de penser très longtemps à l'avance, parce qu'on organise aussi des collaborations avec d'autres institutions. Et un travail de recherche, c'est un travail qui prend 3-4 années. Donc, vraiment, on a des expositions. Par exemple, on prépare une exposition sur le flou en photographie. La conservatrice a travaillé près de 6 ans sur cette thématique, qui est une thématique qui nécessite beaucoup de travail de recherche. Donc, c'est vrai que le défi, c'est d'avoir une programmation qui soit à la fois populaire et en même temps pointue. Donc, de ne pas sacrifier l'aspect rigoureux, la recherche. Et nous, notre spécificité au musée de l'Élysée, c'est vraiment de donner notre point de vue. C'est-à-dire qu'on peut organiser une exposition René Bury, comme c'était le cas l'année dernière, qui est un
très grand photographe suisse où il y a déjà eu de nombreuses expositions. Mais l'exposition que vous verrez de René Bury au musée de l'Élysée sera différente de celle que vous aurez vue dans le monde parce que ce sera notre regard, notre point de vue. Et en l'espèce, on a voulu montrer René Bury artiste, donc pas seulement le photographe, mais vraiment l'artiste dans toute sa diversité. Merci beaucoup. En tout cas, on n'est pas du tout inquiet. On est sûr que dans les années à venir, on aura de magnifiques expositions chez vous grâce à ce que vous venez de dire. Une autre question que j'attendais, c'est est-ce que vos études en biologie marine ont contribué à votre passion de mélanger art et science? Certainement. C'est vrai que, comme je vous le disais, j'ai passé une maturité fédérale scientifique. Donc, depuis la troisième, je fais de la géométrie descriptive, enfin, toutes les questions des asymptotes et tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine et j'ai toujours été fascinée par les sciences. Donc certainement que ce parcours et cet intérêt précoce pour les sciences m'a amené aujourd'hui à vouloir peut-être mettre aussi en avant dans notre programmation ces liens, peut-être de manière plus importante que mes prédécesseurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très très intéressant et qui était peut-être moins montré. Donc on parlait de Lippmann. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'on a ces plaques et on les a un petit peu montrées, mais très, très, très peu. Donc, c'est fondamental de montrer ce trésor de nos collections et de faire un véritable travail de recherche sur ces prismes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que depuis qu'on s'y intéresse, on est contacté par des tas d'institutions dans le monde qui, eux aussi, commencent à s'intéresser à Lippmann. Donc, c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a un vrai envie et qu'on était précurseur encore dans cette réflexion-là. Donc, voilà, pour répondre à la question. Donc, on a parlé tout à l'heure de votre collaboration avec Martin Vetterli, vous venez d'en reparler sur Lippmann. Vous avez aussi collaboré sur le livre des 50 ans de l'EPFL. Quelle en est votre expérience ? C'est selon moi une très belle expérience puisque elle correspondait aussi à toutes les valeurs que l'on porte, c'est-à-dire la confiance, puisqu'on a donné carte blanche à 3 photographes, en l'occurrence Catherine Lethenegger, qui s'est concentrée sur la science, puisqu'on avait 3 thématiques, la science, l'architecture et les portraits. Donc Catherine Lethenegger pour la science, Bogdan Konopka pour l'architecture et Olivier Christina pour les portraits. Et c'était de véritables cartes blanches et aussi des soutiens à nouveau à la photographie et aux artistes. Donc quelque chose de très généreux aussi, donc la confiance, la générosité, mais aussi, selon moi, je l'espère, en tout cas, la qualité du résultat, puisqu'il y a eu un véritable soin qui a été attribué à la réalisation de cet ouvrage, à l'impression, puisque quand on travaille dans le monde culturel, le livre est quelque chose de très important parce que c'est une trace, c'est ce qui reste et c'est ce qui permet plus tard de pouvoir garder un témoignage d'une époque. Et là, la qualité de l'impression était assez remarquable. Et puis de montrer vraiment toute cette diversité de ce qui se passe sur ce campus, puisque Olivier Christina, lui, a vraiment montré la vie par ses portraits et un travail avec un objectif extrêmement puissant. Bogdan Konopka, lui, a travaillé à la chambre photographique, donc au noir et blanc, et a vraiment photographié les bâtiments de l'EPFL comme une nature morte, donc a vraiment pour moi capturé l'âme des lieux et vraiment la mémoire du temps. Et Catherine Lethenegger, elle, a plutôt montré l'aspect scientifique des matériaux, des décors, et elle-même a utilisé des outils scientifiques pour réaliser ses propres photographies. Donc vraiment 3 styles très différents pour montrer la richesse de cette école dans toute sa diversité. En tout cas, grâce à cette collaboration, on a vraiment un livre magnifique pour marquer le temps, comme vous disiez. Alors je pense qu'il y a encore des tas de questions, mais
organisateurs de la journée me laissent une dernière question. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit d'y répondre. Vous pouvez parler en présence de votre avocat. À part le musée de l'Élysée, quel est votre musée préféré dans le monde entier? Ah non, c'est une question tout à fait pertinente. Pour moi, un des plus beaux musées et un des plus intéressants musées, c'est le Louisiana Museum, qui est à côté de Copenhague, à Humlebæk, dans un tout petit village. Et Louisiana, en fait, est le nom des 3 femmes du fondateur, puisque le fondateur a eu 3 femmes qui s'appelaient les 3 Louise. Et il a décidé de l'appeler Louisiana. Et c'est un musée extraordinaire, un petit peu comme la Fondation Bayler à Bâle. C'est un musée qui est construit au bord de l'eau, avec une collection exceptionnelle d'art moderne et contemporain. Il y a un véritable parcours aussi dans le jardin, avec des sculptures en plein air, et une programmation qui est remarquable. Et dans ce tout petit village d'Humlebæk, il y a à peu près 800 000 visiteurs qui viennent voir ces expositions. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu qui allie à la fois la qualité artistique, mais aussi un lieu magique, puisque au milieu d'une forêt, au bord de l'eau, et à la fois un lieu où il y a un restaurant très agréable. C'est pour moi une référence en termes de musée, tout comme la fondation de Ménil à Houston, avec une collection exceptionnelle et une architecture réalisée par Renzo Piano, et la fondation Bayler à Bâle. C'est vraiment... Bon, magnifique. Alors ça donne vraiment envie. Je n'avais jamais entendu parler du musée Louisiana, mais en tout cas, ça constitue une petite destination de vacances d'emblée. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment un plaisir. On se réjouit d'aller découvrir le nouveau quartier des arts autour du musée de l'Élysée, du musée des Beaux-Arts. Et je crois qu'on a vraiment de la chance que Lausanne ait décidé d'investir comme ça. Ça laisse de beaux rêves devant nous. Merci infiniment et très belle journée de la femme à vous. Merci à vous et à tous les étudiants. Croyez en vos rêves, vous y arriverez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.